Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Tout se passe bien? Ça va magnifiquement bien. Génial. Je commence par un jeune de 20 ans qu'on ne peut pas identifier. Je vais t'expliquer pourquoi. Il a comparu, attention, à la chambre jeunesse de la Cour du Québec. À 20 ans. À 20 ans. C'est que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir participé, alors qu'il avait 17 ans, donc il y a 3 ans, à une fusillade qui avait mené à 3 décès. On parle ici de Jerry Wheeler Jean-Baptiste, qui était âgé de 29 ans, Jefferson Silla, qui était âgé de 29 ans aussi, et Molière Dantès, qui était âgé de 63 ans. Ça aura pris aux policiers 3 ans, finalement, pour mettre la main au collet de cet homme-là. Ça, c'est survenu à Rivière-des-Prairies à l'été 2021. En gros, lui, c'est pas trop clair pour l'instant son implication là-dedans, mais il aurait été impliqué dans plusieurs fusillades. Ça, c'est ce que les policiers savent. Ça ne semble pas être un enfant de cœur. Donc, sache que dans cette affaire-là de triple meurtre, il y a au moins le chauffeur du véhicule de fuite qui a écopé de 10 ans d'incarcération pour homicide involontaire. Ce n'est pas que dans les films qu'on voit ça, des chauffeurs de fuite. Là. Il y avait carrément quelqu'un qui attendait puis qui a fait la course pour s'éloigner du... Écoute, je suis pas versé dans le crime organisé. Notre collègue Félix Séguin pourrait te le dire. On lui posera la question. Mais je pense que quand tu décharges une arme à feu sur quelqu'un, faut te sauver après. Faut te sauver après, puis courir, c'est pas toujours la meilleure solution. Évidemment, l'avocate de la défense, maître Alexandra Longueville, va demander un procès devant jury. Ça, c'est traditionnel. T'as ton accusé, t'as ton client qui est accusé d'un crime grave comme celui-là. À ce moment-là, ça se passe généralement devant jury. Sache que comme il avait 17 ans à l'époque, je te disais, chambre jeunesse de la Cour du Québec, il pourrait avoir une peine pour mineur. Ce que, évidemment, le procureur de la Couronne a déjà annoncé. Il dit non, moi je suis désolé, mais s'il est reconnu coupable de ça... Je m'attends à une peine Je m'attends complète, à une peine. Ouais, exactement. Évidemment, les faits allégués sont... Bon, il y a 3 ans, on ne peut pas l'identifier jusqu'au moment des... Mais je devine que dans l'analyse puis l'enquête, là, ils vont s'intéresser à ce que fait ce jeune homme depuis les 3 dernières années, maintenant. Très certainement, mais ça se peut-tu qu'il ait arrêté toute activité criminelle puis qu'il travaille chez McDonald's puis qu'il soit comme conseiller financier dans une institution financière? Peut-être. Peu probable. Il a probablement perdu son travail la journée où il a été arrêté, mais sache qu'à cette époque-là, il y avait une guerre de gangs de rue de Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord qui s'affrontaient. Et ce triple meurtre-là vient s'inscrire dans dans ce conflit, finalement. Le procès a commencé, non? Oui, il a comparu. Il a comparu. Donc, non, le procès n'est pas commencé. Mais là, maintenant, ce dossier au fur et à mesure qu'il se développe. Puis, tu sais, ce volet-là, jeunesse, pas jeunesse, sentence pleine ou partielle, elle sera intéressant. On en a parlé plusieurs fois, en fait, dans les épisodes précédents. Ça commence jeune, la criminalité. Souviens-toi, le jeune d'Israéli qui a été retrouvé dans un fossé n'avait que 18 ans, était déjà lié probablement. Et là, je devine que quand tu fais un truc comme ça à 17 ans, c'est pas ton premier fait d'arme. Il y a peut-être comme un petit... Tu le dis montée si bien. En puissance. Tu le dis si bien, c'est pas ton premier fait d'arme. Actualité. Automobilistes, attention si vous prenez l'autoroute 30... Ce sera fermé à Contrecœur en Montérégie et attention pour une durée indéterminée. Alors prenez votre mal en patience et serrez-le pour ne pas qu'il s'enfuit parce que de la patience, vous allez en avoir besoin. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un viaduc qui serait possiblement dangereux. Donc, évidemment, il va y avoir des tests qui vont être faits et tout ça sur la structure, mais pour l'instant, quelle est l'anomalie comme telle, ça n'a pas été dit. Donc,
on peut pas vraiment estimer un retour à la normale. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable va se rendre sur les lieux pour vérifier la sécurité de ça. On va toucher du bois pour que ça se passe bien, mais sache que particulièrement depuis 2006, les autorités prennent plus vraiment de chance quand ils ont un doute maintenant. C'était l'effondrement du viaduc de la Concorde, ça? Oui, exactement ça. T'es un fier Lavallois. Je suis un fier Lavallois. Ainsi que tous les Québécois. Là. Tu sais que oui, je passais sur ce viaduc-là. Et moi, j'étais évidemment pas là à ce moment-là, mais malheureusement, 5 personnes avaient perdu la vie. Et j'ai encore souvenance d'une famille qui s'en allait chercher son enfant à l'aréna. Et le jeune n'a plus jamais revu ni ses parents et ni, je crois, c'était son frère à ce moment-là. Incroyable. Donc, à partir de là, il y avait eu des lacunes qui avaient été relevées. Si je me trompe pas, écoute, je vais vraiment de mémoire, mais je pense que c'est Pierre-Marc Johnson qui avait été... J'aurais tendance à te donner raison là-dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, à partir de là, d'ailleurs, en plus, à Laval, un autre viaduc était tombé à peu près dans le même temps. Il était en construction. Celui-là, il passait au-dessus de la 15. Mais il n'y avait pas eu de mort. Il n'y avait pas eu de mort parce que la section n'était pas rendue encore à l'autoroute 15. Donc, c'était tombé un peu sur un terrain vague. La commission Johnson, 2007. Bravo. Et voilà. C'est la chance que j'ai de pouvoir faire des petites recherches pendant que je Donc, la 30 est fermée. Donc la 30 est fermée. On pourra prendre le chemin de la butte au renard et s'arrêter aux écuries Béréard, si jamais. Je fais plein de petites affaires en t'écoutant. Tu lis mieux que moi. non, Google Maps est mon ami. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. J'ai des gens, moi, qui m'ont déjà dit, quand je voyage, je ne vais jamais, jamais, jamais dans les Airbnb. La raison que ces gens-là me donnaient, c'est souvent, regarde, je fais pas vivre vraiment l'économie locale quand je prends un Airbnb. C'est mieux d'aller dans l'hôtel, dans une auberge jeunesse ou quelque chose comme ça. Ben, le journal a fait une enquête, le Journal de Montréal a fait une enquête extrêmement intéressante, comme la plupart. Ils sortent d'excellents dossiers en passant, là, on les salue. Tout à fait. Une hôtesse mystérieuse nommée Lucie avait plus de 150 annonces qui concernaient des résidences principales affichées Ce sont à ses Montréal. résidences principales à elle? C'est ça la twist un peu, c'est que normalement, si c'est ta propre résidence principale... Tu en as une. Tu as le droit. Mais tu as une seule résidence principale et tu as un permis d'exploitation Airbnb pour ce numéro-là. Tu comprends? Il te donne un numéro pour cette résidence-là, pardon. Dans son cas, le numéro de permis était utilisé plusieurs fois. Donc, ça lui en a donné 150. Dans certains cas où le journal s'est présenté, c'était une maison, tout à fait, tout ce qu'il y a de plus normal. Et finalement, quand tu rentrais là, toutes les chambres étaient individuelles et tout ça. Et surtout, le propriétaire n'habitait visiblement pas sur place. Donc, c'est un peu une twist que certains propriétaires immobiliers ont trouvé pour frauder le système. Ouais. Pour frauder le système. Frauder, oui, effectivement. Mais puis, tu sais, il y a deux affaires là-dedans. Il y a comme la question du permis, puis après, il y a la question des taxes et impôts. Là, il y a comme deux niveaux de fraude. Là. Je pense que la question fiscale, elle est plus réglée maintenant. Là. Les taxes c'est parce chargées, que c'est comme si tu avais un hôtel, en réalité, ou une auberge de jeunesse. Ça devient une entreprise lucrative. C'est plus la même chose que ta résidence principale que tu loues à l'occasion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que possiblement, puis je connais pas le dossier spécifiquement, mais peut-être que cette dame-là, elle paye ses impôts, elle redonne les taxes, simplement, elle n'a pas le droit d'opérer le commerce. Fait que c'est comme il y a comme deux niveaux de deux enjeux légaux. Il y en a un qui est plus d'ordre fiscal, puis l'autre qui est plus d'ordre réglementaire, comme t'as-tu le droit de louer cet espace-là. Puis 150 résidences principales, déjà, il faut avoir un peu d'argent. Moi, je n'ai qu'une résidence principale, personnellement. Je sais pas, toi, là. Mais... Oui, j'en ai juste une, moi aussi. C'est bien assez, je dirais. C'est bien assez. Mais tu vois, dans le cas, justement, dans au moins un cas, le journal a été capable de croiser un des propriétaires, une femme, et elle disait habiter en Chine, faire le va-et-vient entre ici et la Chine. Elle avait une maison de 3 millions de dollars sur l'île de Montréal. Why not? Donc, oui, c'est ça. Why not? Fait que, voilà. On se débrouille. Ouais.
Tout savoir en 24 minutes. Malheureusement, ce fait-là de la multiplication des Airbnb, ben il y a des gens qui payent le prix pour ça. Et il y a 3 ex-locataires dans le Journal de Montréal qui ont témoigné à l'effet qu'eux se sont fait évincer par leurs propriétaires et que maintenant leur appartement se retrouve sur Airbnb en location. On parle d'un logement quand même pour une nuit qui peut aller, je crois que c'est 730 $ la nuit, quand même. Je ne sais pas quel genre d'appartement c'est à 730 $ la nuit, là, mais... Ben, ça doit être grand. Je te dirais que c'est pas mal un full service en hôtel là, à 730 la nuit. En là. hôtel, ouais. Tu te réveilles avec le champagne, puis tu voyages en première classe. Oui, certainement. Mais tu vois, eux, ce qui s'est passé, c'est que c'est un jeune couple, 26 et 29 ans. Eux, ils étaient dans un grand 6,5 de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, ils ont emménagé là autour de juin 2020. Ouais. Et le triplex a été racheté à peu près 1 an plus tard, en juillet 2021. Et là, l'avis d'éviction est arrivé par le nouveau propriétaire. Il a dit, ben, vous sacrez votre camp. Eux autres ont dit, non, on va rester, on va contester cette éviction-là. Donc, ils ont reçu 1 mois plus tard un autre avis qui leur disait, ben écoutez, si vous prenez pas celui-là, on va continuer de vous écœurer jusqu'à temps. Mais juste pour clarifier, la loi au Québec dit que si tu achètes un immeuble, là, tu peux, si c'est pour ton usage, là, donc toi-même, Adresse 20, tu achètes un triplex, tu peux, à tes fins, à toi, exproprier. Exproprié, non, expulser. Ouais, plus expulsé, effectivement. Mais bref, un des locataires afin de l'habiter. Ça, c'est assez clair. Puis, je veux dire, tu sais, je suis pas en faveur des évictions, mais tu sais, évincer, c'est ça le mot qu'on cherchait. Je suis pas en faveur de ça, mais en même temps, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un qui achète une unité dans laquelle il y a un locataire qui veut légitimement l'habiter, tu sais, il l'aurait pas acheté autrement, là, tu sais. Fait qu'il y avait comme une forme de logique derrière ça. Maintenant, ce que tu m'expliques, c'est que la personne a été évincée, puis le propriétaire l'a jamais habité, il a juste transformé ça en Airbnb soudainement. Ben, d'abord et avant tout, il a essayé de le louer. Donc, le couple payait 1250 $. Ah ouais. Tu vois? Pour un 6,5. Pour un 6,5. C'est un peu en dans Ville-Marie. C'est un peu en dessous du prix du marché, je te dirais. Ben, en tout cas, dès qu'ils sont partis, le propriétaire l'a mis à louer à 2350 $ par mois. Ce qui est plus que je m'attendrais à ce que ça... Tu sais, on parle quasiment du simple au double, là, pratiquement. Et pour revenir à ce que tu disais, je crois que pour évincer, pour utiliser le mot que tu as finalement retrouvé, pour évincer, je crois que tu peux le faire également avec quelqu'un qui est proche, comme si c'est ta mère ou quelque chose comme ça, mais il faut que ce soit un lien direct. Mère ou enfant, là, mais c'est vraiment, ça peut pas être ton cousin restreint, ou ton oncle, c'est vraiment la famille filiale directe. Là, Exactement. Donc, dans un cas où on se retrouve avec des rénovictions de plus en plus et tout ça, le phénomène Airbnb, effectivement, est peut-être... un peu, vient peut-être jouer dans les données là, à ce moment-là. Tout savoir en 24 minutes. Qu'en as-tu pensé, Francis? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je parle du fantastique débat, si tu me le permets, entre un menteur et un cadavre. C'est-tu une formule sacrifiée ou tu viens d'inventer ça? Non, je viens d'inventer ça. Okay. Ouais, c'est ça. Débat Biden-Trump, évidemment. Joe Biden qui tente d'être réélu pour un 2e mandat à la Maison-Blanche. Donald Trump qui tente d'être réélu. Ben là, on sait plus trop. C'est un 2e mandat, étant donné qu'il n'a jamais concédé la défaite de 2020? Je te pose une question entre nous, là, mais tu sais, je sais qu'aux États-Unis, il y a ça fait partie de la Constitution. On ne peut pas faire plus de 2 mandats. Est-ce que c'est consécutif? Non. C'est 2 mandats, tout simplement. Donc, si par exemple, M. Trump était élu, il ne pourrait pas se représenter dans 4 ans. Exactement. Normalement. Parce qu'en Russie, c'est pas comme ça. Je pense qu'ils ont amendé la Constitution. Possible, mais je me rappelle qu'avant de l'avoir amendé, M. Poutine s'est retrouvé premier ministre le temps d'un mandat. Et c'est Medvedev. C'est ça, puis exact. Pour reprendre 2 mandats. Puis qui est un peu son bras droit. Oui, là, oui, non, mais c'était potato, c'était n'importe quoi. Là. C'était pas son bras droit, c'était plus comme ça.
Il tenait les ficelles avec son bras droit. Petite affaire. Donc oui, le débat, tu veux mon avis? Ouais, honnêtement, c'est le sujet là, dont tout le monde parle. Moi, j'aime bien M. Biden, évidemment, parce qu'il me rappelle un peu un père, là, d'une certaine façon. Je trouve qu'il est intelligent, je trouve que ses valeurs sont à la bonne place. Mais bon, effectivement, là, c'était un peu pathétique. Là, hier, même je me sentais... c'était comme j'avais de la pitié. Mm-hmm. J'aurais voulu qu'il soit bon. Puis là, non. C'est comme... les médias de droite américains avaient préparé un peu tout le monde à ce que Joe Biden donne une superbe performance. Donc, il était quand même craint. Sean Hannity à Fox News l'appelait Jacked Up Joe. Et il essayait ce qui pourrait se traduire entre Joe le drogué ou Joe le dopé, parce que justement son discours au State of the Union était plutôt bon. Il était très dynamique, exact. Il y avait un sens de la répartie et tout ça. Tout était bien ficelé. Mais hier, mon Dieu. Non, c'est ça. Puis donc là, il reste encore pas mal de temps avant l'élection de novembre, mais c'est sûr que il y aura un avant et un après le débat d'hier. Puis bon, là, M. Biden aujourd'hui il semblait avoir passé une bonne nuit de sommeil. Là. Je sais pas si tu as écouté quelques-unes de ses interventions. Il était plus énergique aujourd'hui. Je me demande si le contexte du débat, le fait que ce soit en soirée, bon, encore une fois, là, c'est des mauvaises excuses, là, mais il était clairement pas dans son élément. Puis on a vu d'autres Joe Biden se présenter au micro à d'autres moments dans la dernière année. Hier, on n'a pas eu la bonne version, là, clairement. Là. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Moi, je me suis adonné. Écoute, j'ai écouté le débat sur YouTube. Il était diffusé en direct. Il y avait 1,3 million de personnes. J'ai ouvert... Juste sur YouTube? Juste sur ce poste-là. Ce poste, OK. Tu sais, c'était CNN. C'était le channel officiel de CNN, le canal, pardon, officiel de CNN. Et il y avait 1,3 million de personnes à 9h20 à peu près. Donc, il faut que tu rajoutes en plus tous ceux qui l'ont regardé directement à la télé et tout ça. Donc, il y avait... Tu sais, tu voyais que ça... Les Américains voulaient savoir comment ça allait sortir. Je suis tombé sur, justement, un Joe Biden commençait, là, ça a commencé à 21h. À 21h20, t'es au début, là, et il a commencé déjà à confondre le nom de Poutine et Trump, disant que Trump avait vu Trump et que Trump avait pas fait ça, et là, tu savais plus ce que c'était rendu. Non, c'était limite incohérent. Là. Limite incohérent. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, dans le temps que j'ai écouté le débat, parce que moi aussi, je voulais voir comment Joe Biden allait s'en sortir et tout ça, tu sais. Et comment Trump allait s'en sortir, parce que la dernière fois, ça avait fini un peu en eau de boudin. Trump arrêtait pas d'interrompre Biden et tout ça. Will you shut up, man? Exactement. Donc, c'était quand même il y a 4 ans. Puis je sais pas, toi, tes facultés intellectuelles avec le temps, mais tu sais, j'imagine qu'à nos âges, ça fait pas une si grande différence, mais quand tu arrives à la différence entre 64 et 68, 68 72, à un moment donné, chaque 4 ans, là, ça gruge. Là, puis Donald Trump est rendu à 78 et je pense pas qu'il soit vraiment reconnu pour sa bonne alimentation. Là. Non, mais pourtant, je sais pas, de par sa constitution ou sa manière d'être, il est capable de tenir des phrases de bout à bout, puis avec une énergie toujours la même. Puis tu sais, à un moment donné, il va peut-être drop dead, là, mais bon, ça... Ben d'ailleurs... Je ne dirais pas en ondes que c'est ce qu'on souhaite qu'il arrive, mais ça pourrait arriver, on va dire ça comme ça. Ben d'ailleurs, on en parlait un peu à l'extérieur. Toi qui es un féru de chiffres, tu as calculé un peu les statistiques des prochains présidents? Ben, en fait, j'ai fait un petit exercice rigolo statistique, puis encore une fois, en me basant sur les données canadiennes. Mais tu sais, bon, Canada, États-Unis, les Américains ont une espérance de vie un peu moindre que la nôtre. Là, mais mettons, c'est dans le même ordre de grandeur. Et je m'intéressais, en fait, puisque ces deux messieurs sont, mettons, à 80, là, plus ou moins 1 ou 2 ans, à 80, c'est quoi ton espérance de vie? T'sais, parce qu'on parle souvent au Canada ou dans les médias de l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire à 0 ans. Combien d'années est-ce qu'on peut espérer? C'est quoi la probabilité? Et le nombre le plus probable, c'est autour de 78-80. Donc, pour les hommes, les femmes, c'est pas... Donc, la question, c'est que si tu es rendu à 80, il y a des bonnes... Tu sais, si tu prends l'échantillon statistique, en fait, les gens ont 7,7 années d'espérance de vie encore. S'ils se sont rendus à 80, il y a la probabilité la plus grande, c'est qu'ils vont se rendre à 87. T'sais. Mais là, à chaque année, t'en perds. T'sais. Fait que là, ce que j'ai un peu essayé de décoder, c'est quoi la probabilité qu'ils meurent cette année?
Puis là, dans les 2 premières années, puis les 3 premières années, puis les 4 premières années. Et donc, il y a une chance sur 10 à peu près que l'un ou l'autre de ces candidats décède dans la prochaine année. C'est quand même pas nul. Ouais, tu sais, c'est pas certain, mais je veux dire, il sera même pas assermenté, là, ou à peu près pas. Là. Encore une fois, là, un an, 6 mois, tu sais, je l'ai pas fait là, à la mi-temps. Puis tu sais, je te dis, c'est des chiffres approximatifs, mais grosso modo, il y a à peu près 10% de chance qu'à 80, tu meurs dans la prochaine année. Et évidemment, plus tu rajoutes du temps, à un moment donné, tu rajoutes pas tout à fait 10% chaque année, mais d'ici la fin du mandat présidentiel, il y a 40% de chance que l'un ou l'autre de ces candidats. Donc, grosso modo, là, ce qui est quand même fou quand on y pense, c'est que quel que soit le résultat en novembre, il y a une chance sur 2, puis c'est probabilistement, là, que quel que soit le candidat gagnant, il ne se rende pas à la fin du mandat présidentiel. C'est quand même, pour moi, c'est un drôle de pari là, que cette nation de 330 millions d'habitants fait. 2 messieurs qui ont une semi-certitude de mourir avant la fin de leur contrat de travail. Là, on est en train de les choisir. Puis, tu sais, on pourrait parler de ça des heures de temps, ça me fascine, mais tu sais, d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées suite à la contre-performance d'hier pour dire c'est peut-être pas trop tard pour changer le candidat démocrate. Il y a certains qui ont même évoqué que Kamala Harris pourrait faire, tu sais, un genre de... je sais pas, là, de campagne charismatique. Est-ce qu'elle deviendrait la première femme présidente? Femme noire. Oui, tu sais, ça serait incroyable. Après, elle n'est pas tant aimée, mais en même temps, elle n'a pas eu tant de spotlight depuis l'élection de M. Biden. En tout cas, écoute, je sais pas ce qui va se passer, mais bref, c'est certain que c'est pas la dernière fois qu'on parle de l'élection américaine. Non, ça c'est clair. C'est en novembre. Et c'est en novembre. Puis il y a un deuxième débat là, qui s'en vient dans quelques semaines, donc on va évidemment avoir la chance de regarder ça. En espérant qu'on voit Jacked Up Joe. Jacked Up Joe. Actualité. Est-ce que Justin Trudeau doit partir? C'est l'avis de Catherine McKenna, qui est l'ancienne ministre fédérale de l'Environnement sous Justin Trudeau. Elle avait refusé de se représenter en 2021. Première voix discordante, vraiment venant du Parti libéral lui-même. Même si Mme McKenna n'est plus totalement dans le giron, ça reste qu'elle a été une figure importante du gouvernement fédéral. Donc, est-ce que M. Trudeau va rester jusqu'à la prochaine élection? Écoute, suite à ce qu'on a vu là, à Toronto, Saint-Paul, ça me semble vraiment une gifle au visage de M. Trudeau. Je pense que le Parti libéral canadien, contrairement au Parti libéral québécois là, qui s'est complètement effondré, va rester une présence dans le Canada. Mais clairement, là, je pense que le temps Trudeau arrive à son terme. Et le désamour envers lui spécifiquement est quand même assez grand. Puis je pense que le Parti libéral incarne des valeurs et tout qu'on pourrait réapprendre à aimer, mais il est temps, effectivement. Puis tu sais, quelle que soit sa décision à lui, il peut soit partir maintenant puis voir ce qui se passe ou attendre aux prochaines élections puis se faire donner un coup de pied. Puis, franchement... Est-ce que les libéraux vont vouloir prendre la chance? Mais tu sais, j'avais fait la recherche, j'oublie ce qui en était ressorti, mais tu sais, des premiers ministres en poste qui, de manière stratégique et préemptive, décident de quitter pendant qu'ils sont au pouvoir. Il n'y en a pas des tas d'exemples dans l'histoire canadienne. Et donc, ça serait quasiment une première. Là, donc, encore une fois, je sais pas. Est-ce que ça ferait plus mal que de bien au Parti libéral? Il y aurait une course à la chefferie. Qui va se présenter? Puis, encore une fois, l'échéance d'éventuelles élections se rapproche. Est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas, honnêtement. Puis, c'est pas, je sais pas, les candidats alternatifs. Pendant longtemps, on parlait de Mme Freeland, là, mais ses 2 derniers budgets, puis sa posture sur le gain en capital, puis tout ça, c'est comme... Elle a montré qu'elle est capable d'être au moins aussi incohérente que Justin Trudeau, puis je pense qu'elle s'est pas fait beaucoup de capital de sympathie. Et c'est l'économiste en toi qui parle. Oui, non, mais tu sais, je dis pas ça, puis tu me connais, je suis relativement apolitique, là, j'ai pas une faveur là, d'un côté ou d'autre, d'une couleur ou de l'autre, mais c'est certain que depuis 1 an et demi, ils ont creusé leur propre tombe, puis M. Trudeau, s'il y a une personne avec qui il a creusé beaucoup, c'est Mme Freeland, donc celle qu'on voyait comme éventuellement sa successeur, qui pourrait comme être une autre voix, elle s'est comme trop acoquinée au chef, fait que là, elle est comme un peu dans le même trou, là, tu sais, fait que je la vois difficilement comme une alternative crédible pour faire face à M. Poilievre. Après, d'autres pourraient émerger. Mélanie Joly, à un moment donné, il y avait été question. Puis tu sais, d'ailleurs, on a eu une femme aussi à la tête du Canada pendant un genre d'intermezzo. Kim Campbell. Mais tu sais, elle avait elle-même remplacé un chef. Puis elle a perdu tout aux premières élections. Tu sais, fait que ce serait bien peut-être éventuellement d'avoir une chef qui est élue, tu sais, puis qui fait un terme complet
Est-ce que c'est Mélanie Joly? Je n'en sais rien. Je crois pas me tromper, mais je pense que Kim Campbell avait des fautes d'orthographe sur ses pancartes en français et que ça avait un petit peu joué dans la balance. Je préférais que tu ne ressasses pas cette époque de ma vie, André Sylvain. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. En seulement 30 secondes, je te dis que c'est le Tour CIBC Charles Bruno. Il y a 900 cyclistes qui vont rouler pour donner une chance. 1000 cyclistes. J'ai accueilli Lisanne qui est à porte-parole hier, puis c'est rendu 1000. C'est rendu 1000. J'avais moi aussi lu 900 là, un peu partout, mais ils ont augmenté les inscriptions, donc je me désolé de te corriger. Mais... non, mais tu fais très bien, et tant mieux. Et plus il y en aura, ça veut dire que plus l'engouement va être là. C'est la 28e édition du Tour CIBC Charles Bruno. C'est pour le cancer pédiatrique. Moi, je sais que M. Pierre Bruno est extrêmement impliqué encore dans la fondation qui porte le nom de son fils. Ça lui tient énormément à cœur. Écoute, ils ont, cette année, dépassé le 100 millions de dollars d'investissement à la recherche au Québec pour le cancer pédiatrique. Fondation extrêmement importante. Soyez généreux. Tout à fait. tourccb.ca, c'est le site web pour faire des dons. Et puis juste, je finis là-dessus. J'en parlais avec la porte-parole hier, mais il y a des individus là, qui ne sont pas des personnalités télévisuelles ou quoi que ça, qui ont levé comme 150 000 $. Puis il y a aussi un regroupement par entreprise. Puis là, je regardais, c'est Cascade qui a levé le plus, c'est 450 000. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que tu regardes en deuxième position, puis en quatrième, puis en cinquième, puis en huitième, c'est CIBC. C'est juste que c'est CIBC gestion de patrimoine, c'est plein de CIBC, mais je pense que dans l'ensemble, CIBC donne comme plusieurs millions, enfin les employés et l'entreprise donnent plusieurs millions de dollars. Donc le tour CIBC Charles Bruno, ça a lieu dans les prochains jours. Suivez ça et donnez, évidemment, généreusement. Surtout. C'est une belle cause. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Yeah!